Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information locale. On est en direct en ce mardi 8 janvier. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. On aura enfin le 3 un temps dégagé aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu. Quelques nuages mais qui ne pèseront pas lourd face au soleil. C'est une belle journée qui s'annonce globalement avec des températures de saison, 8 degrés cet après-midi de prévu à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. On démarre cette édition d'abord avec une image et le retour sur le devant de l'actualité sociale des étudiants. Hier à Lille, la faculté de droit et de santé de Lille 2 à Moulins s'est retrouvée bloquée dès 7h30 du matin. En cause, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne, mais aussi la loi ORE impliquant une sélection à l'entrée de l'université. Des étudiants de Lille 2 mobilisés et des militants politiques, notamment de la France Insoumise, présents pour partager ces revendications. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Alors qu'ils payaient environ 270 € par an, ils payeront 2270 € en licence et plus de 3000 € en master. Nous, on considère que c'est absolument inadmissible, c'est absolument scandaleux. L'université que l'on souhaite, c'est une université qui soit ouverte à toutes et à tous. Et que c'est une discrimination terrible de décider de mettre au banc de l'université, au banc de l'accès au savoir, les étudiants étrangers. C'est pour ça qu'on se mobilise en solidarité avec les étudiants. Mais le gouvernement d'Emmanuel Macron attaque les jeunes et les étudiants sur tous les fronts depuis le début de son quinquennat. Ça a commencé avec la baisse des APL, ça a continué avec Parcoursup qui empêche les lycéens d'entrer à l'université et ils se sont mobilisés et maintenant ce sont les étudiants étrangers. On sait que la suite va continuer. Généralement, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers annonce une hausse des frais d'inscription pour l'ensemble des étudiants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme les Gilets jaunes se mobilisent, les étudiants décident de rentrer dans la contestation, décident de rentrer dans le mouvement et de faire comprendre à ce gouvernement que ce n'est pas possible, que nous voulons des services publics, nous voulons pouvoir avoir accès à l'enseignement, nous voulons pouvoir choisir notre vie, ce que nous allons faire plus tard. Et que c'est pour ça que ce matin, l'université de Lille 2 était bloquée, que nous nous sommes réunis en assemblée générale et que nous avons décidé lors de l'assemblée générale que nous rejoindrons la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi. Il y aura un cortège de l'éducation avec à la fois des lycéens, des étudiants, les enseignants du secondaire et du supérieur. Alors hier, les cours n'ont pas été vraiment perturbés par cette action, pour le moment limitée, mais d'autres mobilisations sont prévues dès cette semaine, et notamment demain, en rejoignant les stylos rouges, les enseignants prévoyant eux aussi de bloquer leurs établissements. La politique également dans ce journal avec la venue de Benoît Hamon hier à Lille, un meeting en vue des élections européennes. Le premier scrutin pour son jeune parti Génération S, créé en juillet 2017 au lendemain de son échec à la présidentielle. Pour cette échéance, l'ancien candidat socialiste n'a pas d'objectif en termes de résultats. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est le rassemblement de la gauche. Lors de cette soirée, la question sociale et la crise des Gilets jaunes ont bien sûr été évoquées, de même que les élections municipales en 2020, à savoir s'il présentera un candidat de son parti à la mairie de Lille ou laissera le champ libre à Martine Aubry. On écoute Benoît Hamon quant à l'actualité sociale. La crise des Gilets jaunes, selon lui, hier au micro de Vincent Vieillard. Il faut penser une société dans laquelle il y aura peut-être moins d'emplois, mais où on doit assurer une existence décente pour tous. Alors ce n'est pas le minimum pour tous, c'est simplement que le revenu universel va venir en complément d'un salaire, d'une pension, ou pour celui qui n'a rien, va lui donner les moyens de vivre. C'est une transformation aussi grande que la sécurité sociale en 1945. Nos arrière-grands-pères ou nos grands-pères, en 1945, au sortir de la guerre, ont imaginé la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on a une crise majeure, et on réfléchirait avec les solutions des années 80. Mais heureusement qu'en 1945, ils n'ont pas réfléchi avec les solutions des années 20. On enchaîne dans cette édition avec une première dans l'histoire de la région, l'aboutissement de près de 8 ans de travail et de collecte. Mi-décembre, l'Institut de la langue régionale flamande a présenté son tout premier dictionnaire du flamand occidental. En tout, on y trouve près de 23 000 entrées, 12 300 mots flamands, plus de 5 500 expressions. Le flamand occidental est le nom officiel de la langue régionale en usage dans le Nord, un nom validé par l'UNESCO et le ministère de la Culture, qui a reconnu la langue régionale depuis 1999. Le flamand occidental compterait environ aujourd'hui 50 000 locuteurs, mais la transmission aux jeunes est assez faible et ce dictionnaire franco-flamand doit donc permettre un meilleur apprentissage. Explication au micro de Margot Sailly. C'est essentiel pour plusieurs raisons. Il y a une partie culturelle, il faut l'avouer, c'est comme ça fait partie de notre patrimoine. Il ne faut pas oublier que dans la Constitution de la France, les langues régionales font partie du patrimoine de la France. C'est noté dans la Constitution. Donc si on fait partie du patrimoine de la France, il ne faut pas laisser tomber ce patrimoine en morceaux. Ça c'est déjà un point. Mais il y a un deuxième point important, c'est que c'est une langue transfrontalière. Et donc on parle encore beaucoup plus en flamand en Belgique que chez nous. À une époque où quand nos parents étaient jeunes, ils parlaient la même langue des deux côtés de la frontière. Et
ils se sentaient très à l'aise, les Belges quand ils venaient chez nous et les Français quand ils allaient en Belgique. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux pays différents. Alors que certes, ce sont deux entités de pays différentes, mais avec une culture qui est la même sur une partie des territoires. Donc c'est aussi essentiel à ce niveau-là, et c'est aussi une langue pour l'emploi de l'autre côté de la frontière, parce que cette langue est parlée par 1 500 000 locuteurs en Flandre belge, et quand on va travailler là-bas, eh bien, dans les entreprises, on parle aussi en flamand. Du sport aussi dans ce journal, du basket féminin avec une belle image, un symbole, le retour d'Anne Wouters à l'ESBVA. La joueuse belge de 38 ans passée par Villeneuve d'Ascq en 2014-2015 et vainqueur de l'Eurocup revient dans le club nordiste pour gérer la préparation mentale des joueuses actuelles. Pour le staff de l'ESBVA, la volonté c'est d'optimiser le potentiel des guerrières dont les résultats sont trop irréguliers depuis le début de saison. En parallèle, le club a également fait appel à Anne Wouters pour ouvrir une académie. En septembre prochain, elle accueillera de jeunes espoirs du basket féminin recrutés dans les collèges ou clubs de sport régionaux. Ces jeunes filles profiteront ainsi des précieux conseils de la grande Anne Wouters. Explication au micro d'Idil Gunaï. Avec mon expérience que j'ai eue aussi avec l'équipe nationale belge, je crois que c'est vraiment une plus-value dans une équipe et justement de prendre conscience que ça peut vraiment apporter quelque chose tout d'abord à soi-même, mais aussi au niveau d'équipe. Et puis aussi pour le staff, ça peut être aussi très intéressant de créer quelque part un vocabulaire en commun et se dire aussi d'avoir des responsabilités, mais aussi de pouvoir se dire des choses et pas seulement cacher des choses qu'on n'ose pas dire parfois. Et justement, le but c'est bien sûr d'avoir vraiment des belles performances après et gagner des matchs, même en espérant aussi gagner des titres. Et puis toujours en sport mais en football, dernier match des 32e de finale de la Coupe de France hier et victoire, qualification du LOSC 1-0 face à Sochaux. Le tirage au sort des 16e a été effectué dès hier, un tirage plutôt tranquille d'ailleurs pour le LOSC qui ira à 7, un club de National 2, la 4e division. En revanche, c'est compliqué pour l'Iris Club de Croix qui devra se déplacer en Provence près de Marseille à Marignan-Ginac, un club de National, l'échelon juste au-dessus du club de Croix. Les matchs sont prévus les mardis 22 et mercredi 23 janvier prochain. Fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo, puis d'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.